Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour ce numéro d'enquête de santé qui sera consacré à un sujet qui peut tous vous concerner, les abus en médecine et en chirurgie. Bonsoir Marina. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Des abus loin d'être rares, puisque selon un sondage de la Fédération hospitalière de France, les médecins reconnaissent que 30% de leurs actes ne sont pas justifiés. Ablation de la vésicule, césarienne, chirurgie du dos, scanner ou IRM, analyse de sang, prescription d'antidépresseurs, tous ces soins sont parfois inutilement réalisés. Appât du gain, financement hospitalier aberrant, peur de la justice, convenance personnelle, pression des patients, manipulation de l'industrie, manque de formation des médecins, refus de s'auto-évaluer, volonté politique bien faible, autant de raisons qui expliquent ces dérives, des dérives qui coûtent près de 40 milliards d'euros à notre société. Alors comment surveiller et limiter ces abus? Comment savoir si l'on est soi-même abusé ou si l'on abuse? On va voir ça. Comment obtenir l'information? Comment obtenir réparation? C'est le dossier que nous ouvrons ce soir avec nos invités et bien sûr Benoît Thévenet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Vous pouvez bien sûr, vous derrière votre télévision, nous envoyer toutes vos questions ou réactions tout au long de cette émission. Nous sommes en direct, on vous le rappelle. 3 moyens pour participer, soit les SMS, vous tapez EDS, votre question, et vous l'envoyez au 41 555. Vous pouvez passer par le www.france5.fr ou encore tweeter via #santé F5. Quelques questions qui nous sont déjà parvenues. Pendant mon suivi de grossesse, nous disait cette téléspectatrice, on m'a fait 5 cartes de groupe sanguin. Est-ce justifié? A priori, non. Autre question, quand les symptômes peuvent faire penser à une maladie grave, ne vaut-il pas mieux prescrire trop d'examens que pas assez? Et voici une question qui trait à l'hypocondrie ou à la sécurité. On en reparlera ce soir. On va se retrouver après la diffusion de Abus sur ordonnance, un film de Claire Feinstein, Timothée Dorex, Anne Garcès et Ève Barrère. Un ancien médecin de nouveau confronté à la justice, il est jugé par le tribunal de Clermont-Ferrand pour avoir pratiqué des opérations du dos injustifiées et répétées sur 24 patients. 2 d'entre eux en seraient morts. Ces patients l'avaient consulté pour des sciatiques ou des hernies discales. Le docteur Colnet, un neurochirurgien de 57 ans, les aurait opérés alors qu'il n'en avait pas besoin. En janvier 2006, l'histoire de ce chirurgien qui opérait à tour de bras secoue le monde médical. Le médecin est condamné à l'interdiction à vie d'exercer la médecine pour blessures volontaires et opérations abusives. Cet homme orgueilleux a, en sa qualité de médecin, porté atteinte à l'intégrité physique de ses patients. Mais s'agit-il d'un cas isolé de pratique médicale ou cette affaire est-elle le reflet d'une médecine qui en fait trop et abuse de son pouvoir ? À l'été 2012, un sondage réalisé par la Fédération hospitalière de France révèle l'ampleur des actes médicaux injustifiés. Les médecins interrogés reconnaissent que près de 30% de leurs prescriptions n'ont pas de justification médicale. En termes de coûts, cela représenterait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Radio, scanner, prise de sang, prescription de médicaments, mais aussi intervention chirurgicale, ces excès concerneraient tous les domaines de la médecine, du geste le plus anodin au geste le plus invasif. Une opération pratiquée sans aucune raison médicale, c'est ce qui est arrivé à Céline. Fin 2009, la jeune femme perd soudainement beaucoup de poids. Son utérus la fait souffrir. Elle consulte alors un gynécologue près de chez elle, qu'elle choisit au hasard dans l'annuaire. Il m'indique qu'il serait... il me conseille de retirer cet utérus. La seule raison avancée, c'est qu'il trouve qu'il y a une grosseur au niveau du col. Et que voilà, pour lui, c'est plus prudent de le retirer. Rien d'autre? Non. Après coup, effectivement, les gens me disent « mais t'as trop fait confiance, mais comment faire? Comment faire ?» Pour moi, dès le moment où on m'indiquait qu'il fallait le faire, on le faisait et je ne me posais pas plus de questions. Mais à l'issue de l'intervention, Céline ne va pas mieux. Des poussées de fièvre et des douleurs l'incitent à consulter un autre gynécologue. En découvrant le dossier de Céline,
le second praticien est effaré. Si l'ablation de l'utérus est souvent pratiquée pour enlever des tumeurs bénignes, pour traiter des saignements abondants ou une descente d'organes sévères, Céline, elle, ne présentait aucun de ces symptômes. En tant que gynécologue chirurgien, il n'aurait en aucun cas pratiqué cette opération. Pour lui, rien ne justifiait qu'on pratique cette ablation. Non officiellement, mais entre nous, il m'indique que j'ai servi à faire du chiffre. C'est quelque chose qui me dégoûte vraiment qu'on en soit arrivé à ce stade-là, de se servir des gens comme des objets et de décider de ce qu'on retire, de ce que l'on fait, sans raison valable, que pour de l'argent. Je trouve ça vraiment écœurant, vraiment écœurant. Les raisons financières peuvent-elles expliquer ces actes injustifiés ? Nous avons contacté plus d'une trentaine de médecins avant que l'un d'eux, chirurgien et chef de service dans un grand hôpital, accepte de nous en dire plus. Et dans votre spécialité, vous avez connaissance d'actes médicaux abusifs ? La tentation est grande, si vous voulez, parce que c'est un acte, donc ça fait des honoraires. La clinique ou l'hôpital pousse tout le monde à faire ça. Le directeur de l'hôpital nous dit en fin d'année, vous n'avez pas fait assez d'actes médicaux, parce que pour lui, ça représente une masse monétaire considérable. Donc les médecins ont intérêt à changer en technicien. Ce que vous venez de nous dire au téléphone, vous nous le diriez face à la caméra ? Je ne peux pas déontologiquement vous répondre. Vous doutez bien que mes confrères, ça ne serait pas bien. Moi, je ne peux pas dire des choses comme ça en tant que médecin, en tout cas pour un reportage. Et en tout cas en le signant de mon nom. Je vous dirais, si jamais vous mettez mon nom, que je n'ai jamais dit ça. Opérer pour faire du chiffre. Dans le monde médical, la pratique est connue de tous. Mais le sujet reste tabou. Quelques praticiens seulement osent en parler. Nous sommes à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le docteur Loriot est chirurgien digestif et il reconnaît être témoin de cette pratique. C'est en pleine intervention chirurgicale qu'il nous l'explique. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une patiente qui est venue accompagnée de sa maman quasiment exiger une opération parce qu'on l'avait persuadée un peu à tort qu'il fallait l'opérer. En fait, l'histoire, c'est on me fait une prise de sang. Prise de sang, il y a un bilan hépatique. Bilan hépatique anormal, échographie. L'échographie montre des calculs à 17 ans. C'est pas banal, mais c'est pas grave. On l'envoie à un chirurgien pour lui enlever la vésicule. Elle me dit, pour être tout à fait franche avec vous, je viens vous voir parce qu'on sort du cabinet d'un chirurgien libéral qui nous a dit, je vais vous opérer tel jour et c'est 600 €. Et c'est pour ça que, comme nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on vient voir l'hôpital Saint-Joseph parce que c'est les moins cher. Je vais arrêter le psst. Alors, déjà expliquer à la patiente et à sa mère qu'il n'y a aucune raison de lui enlever la vésicule alors que le chirurgien d'avant, il lui expliquait l'inverse, c'est difficile. En fait, la justification de tout ça, c'était 600 €, quoi. Alors qu'il y a zéro indication. Elle a changé de pilule et depuis, tout va très bien. En plus, 17 ans, c'est un peu salaud quand même. Mais j'ai pas dit où c'était. J'ai pas dit le nom de mon confrère. Ce qui est malheureux, c'est que 80% ou 95% des chirurgiens en France qui sont en libéral dans la clinique du coin en province, ils se comportent normalement. Et puis il y a un ou deux gars qui font n'importe quoi. Souvent, c'est plutôt Paris ou PACA. Et eux, on les chope pas parce que personne n'ose rien faire contre eux. Et ils donnent l'image de la... C'est toujours la même histoire. Faire du chiffre, être rentable. Dans le secteur privé à but lucratif, ce principe est reconnu. On le soupçonne moins, mais le secteur public n'est pas épargné par cette logique. Car depuis janvier 2008, un nouveau mode de financement des établissements de santé a été mis en place. Une pathologie, un acte, ça va correspondre à une enveloppe financière qui va être versée à l'hôpital par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc plus je fais d'actes et plus je soigne des patients ou des maladies, plus je le suis rémunéré ou mon hôpital est rémunéré. Mais en l'absence de contrôle par les caisses d'assurance maladie, qui en fait régulièrement, mais qui ne peut pas contrôler tous les actes, on ne va pas, à chaque fois qu'on saisit un acte pratiqué, vérifier que celui-ci était médicalement justifié. Ça s'appelle la tarification à l'activité. Donc, ce qu'on avait déjà dans le système libéral, qui pouvait produire des effets pervers, on l'a reproduit à l'hôpital. Le problème, c'est qu'on a déconnecté le débat de l'activité de celui de la qualité. Alors évidemment, c'est problématique, parce que chacun est dans le chiffre, mais fort peu sont dans l'analyse du résultat, et fallait-il le faire ?
Donc effectivement, aujourd'hui, on peut se retrouver dans des structures où on fait la course à l'acte, parce que ça équilibre le budget, et puis parce que ça assure plus ou moins la pérennité du service. Donc vous êtes tenté de dire comment on peut faire pour gagner le plus d'argent pour mon hôpital, d'autant qu'on vous dit si vous ne gagnez pas assez d'argent, on va vous supprimer des infirmières. Les hôpitaux, depuis qu'ils sont payés à l'activité, ont augmenté leur activité en moyenne 3% par an, comme s'il y avait une catastrophe nationale chaque année. Enrichissement personnel ou obligation de faire tourner un service, quelle que soit la motivation première des médecins, l'argent est l'un des moteurs de cette logique inflationniste. Mais pour expliquer ces actes abusifs, les praticiens font valoir un autre argument. La crainte d'être poursuivis par leurs patients et de se retrouver face à la justice. Le médecin peut être amené à se dire « je n'aurais pas besoin de cet examen, mais il y a un risque sur 100. Je risque d'un procès, donc je me couvre. » Donc ça suppose là qu'on est rentré dans une perte de relation médecin-malade. Si on rentre dans une relation commerciale, et si on veut traiter la médecine comme un commerce, alors on rentre là-dedans, avec des avocats, des juristes, et le modèle américain. En France, cette crainte a notamment pris corps à la suite de l'affaire Perruche. Nicolas Perruche est né en 1983, lourdement handicapé. Sa mère avait contracté la rubéole lorsqu'elle était enceinte. Les parents de Nicolas ont assigné leur médecin devant la justice pour ne pas avoir diagnostiqué cette rubéole, et ils ont gagné. Pour ne pas être accusés d'être passés à côté de quelque chose, tous les praticiens que nous avons contactés reconnaissent prescrire systématiquement plus d'examens que ce que leur diagnostic aurait justifié. Les médecins doivent savoir qu'ils sont des professionnels, que leur jugement est pris en considération à condition qu'ils le tracent, à condition qu'ils en laissent la marque, à condition que si je vous vois en consultation, que j'écris dans le dossier ce jour, la douleur qui est présentée est totalement atypique et ne justifie pas tel examen, à ce moment-là, j'ai fait mon métier de médecin. J'ai pris une décision argumentée. Pour qu'il y ait une poursuite judiciaire, il faut que le médecin n'ait pas respecté l'intérêt du patient. Il faut que l'avantage bénéfice-risque n'ait pas été évalué, que le patient n'ait pas donné son consentement, qu'il n'ait pas été correctement informé et que le médecin n'ait pas respecté les bonnes pratiques. Ça ne doit pas être très difficile de respecter en même temps l'intérêt du patient et les bonnes pratiques, c'est-à-dire les règles de l'art. Je pense que si le médecin respecte ces principes-là, il peut dormir tranquille. Malgré ces arguments a priori implacables, la peur d'une poursuite judiciaire continue d'être avancée par certains praticiens pour justifier leurs actes. C'est notamment le cas des obstétriciens et de leur pratique de la césarienne. Une intervention dont le nombre a été multiplié par 2 en 20 ans. On peut vivre l'enfer, le professionnel, l'accoucheur, peut vivre l'enfer si on constate qu'une césarienne a été faite après un certain retard ou n'a pas été fait et que l'enfant se retrouve handicapé. Donc ce n'est pas le choix délibéré des accoucheurs, c'est la nécessité, le principe de précaution qui là nous conduit à cette attitude simplement de protection par rapport à notre exercice. Mais il faut savoir aussi, et c'est quand même dramatique, que ça ne protège pas les enfants parce qu'il y a toujours autant d'enfants handicapés depuis qu'on fait plus de césariennes. Faire une césarienne pour éviter de se retrouver face à la justice en cas de complications, cette attitude, une magistrate la dénonce. La juge Marie-Odile Berthelat-Geffroy a instruit les grandes affaires de responsabilité médicale de ces 30 dernières années, comme celle du sang contaminé ou de l'hormone de croissance. C'est vraiment dommage que d'une prise de conscience des médecins de leur responsabilité, on arrive à un tel excès. C'est dommage, c'était pas le but. Et que les médecins fassent une extension du principe de précaution jusqu'à faire je ne sais combien d'actes inutiles et parfois dangereux pour le patient, c'est vraiment une dérive. C'est une dérive. Le principe de précaution, ça n'est pas judiciaire. La position des obstétriciens est en effet d'autant plus inquiétante que la césarienne est une opération risquée, comme toute intervention chirurgicale. Vous allez sentir que ça chauffe dans les fesses et les jambes.
Nous sommes à la maternité des Diaconesses, à Paris. Ce matin, le docteur Harvey doit pratiquer une césarienne sur une patiente dont le bébé se présente en siège. Ok, ça marche, on y va. En 30 ans de carrière, il a réalisé cette intervention des milliers de fois. Mais Thierry Harvey n'en est pas moins conscient des dangers qu'elle comporte. L'intérêt d'y aller avec les doigts, c'est qu'on risque pas de couper des vaisseaux. Bien sûr, ça a l'air facile, mais c'est de la chirurgie. Vous le dites, il faut le redire à chaque fois. Alors c'est un peu scléreux parce qu'on a déjà opéré une fois. Il y a une anesthésie avec les complications de l'anesthésie. Il y a un acte chirurgical. À un moment, on a un bistouri. On va passer devant des organes qui sont à risque. On va être pas loin de la vessie. On va ouvrir l'utérus. L'utérus, de temps en temps, il y a des vaisseaux. Ça peut saigner. Donc on va arriver sur l'utérus. Hop là. Donc voilà la maison du bébé. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui sort? Regardez, elle est pas belle la vie. Et voilà. Mais alors que l'on pense l'opération quasiment terminée, un problème survient. Oui. Oui. Allez. Le bébé n'est qu'à moitié sorti. Sa tête est très grosse et reste bloquée. Plusieurs minutes s'écoulent et la tension dans le bloc chirurgical devient palpable. Oh putain. Tu vois la forme de la tête du siège, c'est ça qui accroche. Oh maman. Eh, ça fout les 1. Voilà, en vrai, une césar, c'est pas simple. Même quand ça fait 30 ans qu'on en fait. Comment je m'appelle? Pour moi, une césarienne doit avoir une indication médicale. Il y a une balance bénéfice-risque à faire. Là où j'insiste, c'est qu'on dit mais il y a moins de risques pour l'enfant. C'est pas vrai. Avec papa. Pas moins de risques pour l'enfant et surtout plus de risques pour la mère. Une étude menée par l'Institut de veille sanitaire a récemment montré que la mortalité maternelle est 3,5 fois plus élevée lors d'une césarienne que lors d'un accouchement par voie basse. Pour justifier l'augmentation de cette pratique malgré les risques, les obstétriciens avancent alors un autre argument que leur simple crainte de la justice. Ce seraient les femmes elles-mêmes qui exigeraient une césarienne. Mais il faut savoir que c'est dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas soigner quelqu'un contre son gré. Donc si la personne dit « je souhaite accoucher par césarienne », je veux dire que sur le plan légal, je ne vois pas comment on pourrait lui imposer de ne pas le faire. Oui, mais enfin, un médecin, il n'est pas là pour répondre à la demande de la clientèle. Hein. Je suis absolument désolé. Il n'est pas là pour prendre plus de risques parce que la clientèle souhaite un certain confort ou une certaine pratique. C'est donc absolument pas un argument recevable de la part d'un médecin. Le médecin est libre de sa prescription. C'est écrit dans son code de déontologie. On ne peut pas obliger un médecin à prescrire une intervention, un médicament, un traitement ou un examen s'il estime que c'est pas nécessaire. Ça, ce n'est pas vrai. Si moi, Thierry Harvey, gynécologue obstétricien, ça fait 30 ans que je fais des césariennes, si moi j'estime que le « je veux » n'est pas approprié, à moi de lui expliquer pourquoi. Si elle continue à dire « je veux, je veux, je veux », les enfants gâtés, ça va 2 minutes. Ok ? Et c'est pas parce qu'on dit « je veux » qu'on doit tout avoir. L'argument de la demande des patientes paraît donc bien bancal. Alors pourquoi tant de césariennes sont-elles aujourd'hui pratiquées sans raison médicale ? C'est quand même pas très difficile de voir des gynécologues, des accoucheurs et de leur montrer les chiffres. Et de leur dire comment se fait-il. Comment se fait-il que le record des césariennes, du taux de césariennes, ne soit pas, alors qu'on pourrait l'attendre, dans des maternités publiques qui prennent en charge les grossesses les plus difficiles, là où la césarienne doit être un recours, mais très curieusement dans les cliniques privées les plus huppées de Paris et des Hauts-de-Seine. En France, 20% des naissances ont lieu par césarienne. Mais à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ou à Paris, à la clinique de la Muette, 2 établissements privés, ce taux atteint les 40%. Il faut bien dire les choses. Effectivement, c'est une clientèle plutôt aisée et il y a parfois des praticiens qui ont plutôt tendance à amener certaines femmes vers la césarienne alors qu'elles n'étaient peut-être pas forcément désireuses au départ. Pour eux, attendre un accouchement par voie basse qui va durer des heures, qui n'est pas programmé, c'est beaucoup plus compliqué pour leur emploi du temps. Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça. Appât du gain, peur du procès ou convenance personnelle,
Voilà les principales raisons qui poussent les médecins à pratiquer volontairement un acte abusif. Mais si les médecins ont un pouvoir certain, sommes-nous, nous patients, de simples victimes subissant l'hégémonie médicale, ou contribuons-nous aussi à cet abus de soins et de prescription? À une 50aine de kilomètres d'Angoulême, dans un petit village de la Charente-Limousine, exerce le docteur Rucois, médecin généraliste depuis 25 ans. Un homme connu pour sa bienveillance envers sa patientèle. Pourtant, le 12 octobre dernier, fatigué par les exigences de certains patients, il lançait un coup de gueule dans les colonnes de la Charente libre. En réponse au serment d'Hippocrate, il y proposait un serment du patient. Je promets de ne pas claquer la porte et d'aller voir le médecin voisin si mon médecin refuse ma demande d'arrêt de travail. Je jure de ne pas insulter mon médecin s'il refuse de marquer sur l'ordonnance « non substituable ». Pour les gens, le médicament reste la solution la plus simple. Donc, il faut beaucoup de patience, beaucoup de temps, parfois un peu de révolte, un petit peu de... Il faut savoir un petit peu ne pas répondre précisément à cette attente, en essayant de canaliser leur angoisse, parce que dès que vous interdisez l'objet de leur désir, eh bien effectivement, on sent monter l'angoisse, on sent monter parfois la colère, la frustration. Il faut essayer de canaliser tout ça. Comment va ? Ben, ça va pas fort. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose. J'ai pris mon médicament la première fois et ça coule toujours du nez de la gorge. Et ce qu'il y a, c'est que je peux pas rester comme ça quand même. Je voudrais bien voir. Est-ce que je pourrais pas voir quelque chose pour un rhino? Quand vous me dites je voudrais avoir quelque chose... Je voudrais voir, est-ce que je pourrais pas avoir un ORL? Ça me gratte dans la gorge et j'ai mal à la gorge. Pas mal à la gorge, mais vraiment, je suis vraiment mal. Vous avez déjà fait au mois de mars 2010, je vois dans votre dossier, une radio des sinus qui était strictement normale. Oui, chez le docteur Champenoux. Voilà, vous êtes venu pour ça donc le 6 novembre, effectivement. Oui, donc il y a eu, voilà, j'ai pris le fluide du Nasacor, du Noverbe, c'est ça, le j'ai pris mes pastilles, la gorge me fait pas mal, mais on sent que c'est irrité, puis alors j'ai l'impression que c'est enflammé à force. D'accord. Je peux pas aller ailleurs? Si, vous avez... alors, les ORL ici, vous iriez jusqu'où? Jusque Limoges ou juste sur Angoulême? Il n'y a pas de... Le docteur Rucois acceptera de prescrire à sa patiente une visite chez un ORL, mais ne prescrira ni de deuxième radio des sinus, ni de traitement supplémentaire. Oui, il y a une pression du patient pour la prescription de tout ordre, mais je suis même certain que cette pression initiale ne vient pas d'eux. Et s'ils ont une pression, c'est qu'ils ont une information. C'est qu'ils reçoivent des messages. Ces messages incitant les patients à demander des examens ou un traitement particulier à leur médecin, Xavier Rucois les a vus se multiplier ces dernières années. Et dans ce petit canton de Charente, où la moyenne d'âge est assez élevée, le médecin a constaté que ces patients âgés étaient particulièrement sollicités. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, ami Rouleau? Eh bien, je tousse. On parlait de médicaments, mais on peut parler de choses qui ne sont pas des médicaments. J'ai personnellement des patients qui utilisent du matériel médical. Il y a un réel marché du matériel médical chez ces patients âgés. Et ces patients, avant même que j'arrive dans les maisons, sont sollicités par les gens qui, soi-disant, livrent ce matériel, font un contrôle, et on leur fait remarquer de façon très insidieuse que le lit au premier étage peut être changé contre un lit médicalisé, que le matelas du grand-père peut être changé, même s'il n'est pas déformé, ça fait plus d'1 an qu'ils ont le droit à un nouveau matelas, que la chaise sur laquelle ils s'assoient peut être une chaise médicalisée, électrique, ça va même jusque modifier, on leur propose de s'habiller, on leur propose des chaussures, on leur propose des vêtements avec médicaux, plus ou moins médicaux, et bien entendu, on leur dit, c'est pas compliqué, vous avez droit à tout ça. Il faut juste une signature d'un docteur. Ces pressions exercées insidieusement sur des personnes fragiles exaspèrent le docteur Rucois. Car après le passage de ses représentants de commerce, le généraliste se retrouve bien seul pour raisonner ses patients. À vendredi, s'il y a le moindre problème, vous me le dites avant, ok? D'accord. Allez, bon courage. Merci. On peut lutter contre cette demande de patients, mais peut-être que si on luttait en amont contre ceux qui leur émettent ces messages, il est probable que le résultat serait plus intéressant.
ce mal de dos. Ceux qui sont ici mis en cause, ce sont les industriels du soin. Protéger sa fille. Et si c'était physique? Et mieux que le porte-à-porte, c'est par le petit écran qu'ils entrent chez les patients. Vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Vous êtes jeune et vous souffrez d'un mal de dos persistant. Un vrai cauchemar quotidien. Vous avez des problèmes d'érection? Ces publicités que l'on a pu voir sur nos écrans ces dernières années ont toutes le même but. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Quand vous abreuvez un patient d'une information immédiate, vous dites, le patient ouvre sa télévision le matin, voit une publicité sur une maladie, on lui dit, il y a une solution. Vous devez, vous, petit médecin généraliste, avoir beaucoup de persuasion pour dire au patient, non, cette information, on n'a pas encore assez de recul, mais docteur, on l'a vu à la télévision. S'il le montre à la télévision, c'est que ça doit être vrai. Vite. À la télévision, justement, en octobre 2012, le public pouvait voir ce spot. Vite. Une campagne fort didactique sur les signes annonciateurs de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Nous avons montré ce clip à Antoine Vial, spécialiste de l'information médicale. C'est bien, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait il ne faut surtout pas dire aux patients quels sont les signes parce que sinon ils vont s'inquiéter pour rien. Là maintenant, c'est plus le cas. C'est bien, c'est de la pédagogie qui fait que dans un accident cardiovasculaire où on sait que le temps est véritablement compté, apporte de l'information. Donc on ne peut là, en l'occurrence, que se réjouir. La question, c'est qui parle. Le financeur de cette campagne s'appelle Bayer Healthcare, un laboratoire pharmaceutique. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, ils n'auraient pas un petit médoc à vendre par derrière? Il n'y a pas une petite raison quand même Effectivement, quelques mois avant le lancement de cette campagne, Bayer a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen pour un anticoagulant indiqué dans la prévention des AVC. Pure coïncidence? Nous sommes allés poser la question au directeur des affaires publiques de Bayer. Qu'il y ait une suspicion, je ne peux pas répondre que non, puisqu'on la vit régulièrement et au quotidien. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons mis à disposition des professionnels et des patients un traitement d'un des facteurs de risque majeurs. Aujourd'hui, si ce traitement existe et permet d'améliorer la prise en charge de ces patients pour éviter qu'ils fassent un AVC demain, on mettra tout en œuvre pour communiquer, informer et prendre en charge ce facteur de risque. Une stratégie altruiste que remet en question François Pesty. Les industries du médicament, ce docteur en pharmacie les connaît par cœur. Pendant 15 ans, il a été en charge des stratégies de vente d'un grand laboratoire pharmaceutique. Aujourd'hui qu'il a quitté le milieu, il dénonce le double discours des industriels. Ce qu'il faut bien considérer aujourd'hui, c'est que le médicament, du point de vue des industriels, est un bien de consommation comme un autre. Et la promotion qui est massive de ces nouveaux produits se fait autour d'un argumentaire qui met en valeur les points plutôt favorables du produit et qui esquive ou au mieux minimise les inconvénients de ces nouveaux médicaments. Le but, c'est les boîtes, c'est le chiffre d'affaires, c'est les profits. Ça ne sera jamais le patient. C'est pas possible. Il n'y a aucune raison que l'industrie soit philanthrope. L'industrie, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour fabriquer et vendre. Donc l'industrie fabrique et vend. Dans cette optique commerciale, l'accident vasculaire cérébral est du pain béni pour les industriels. Quoi de plus vendeur que de communiquer sur une pathologie qui peut potentiellement toucher tout le monde et dont les symptômes sont flous? Un cocktail d'incertitude idéal pour générer de l'inquiétude. Oui, je pense qu'on a joué sur l'émotion, on a joué sur la peur. Et on vous dit bien, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et je pense que, on peut créer tout à fait des demandes, des besoins aux gens. Si on s'y prend bien, si on connaît bien ce métier qui n'est pas le mien, on peut entraîner une demande et plus ou moins la maîtriser. C'est la stratégie internationale de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire de prendre de vraies maladies et puis d'en étendre la symptomatologie de façon à avoir un peu plus de clients, voire beaucoup plus de clients. Alors ça, on a beaucoup d'exemples. De prendre un symptôme et d'en agrandir le risque, de faire peur, de jouer sur la peur. Donc, comme on a joué sur la peur, on ne va pas attraper toutes les mouches, mais on va en attraper un certain nombre.
Faire de gens bien portants des malades potentiels afin de pousser à la consommation de soins, les industriels n'ont rien inventé. De quoi souffrez-vous? Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais... Oui. Eh bien, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important. Très important. En créant en 1923 le personnage du docteur Knock, médecin prêt à tout pour élargir sa patientèle, l'écrivain Jules Romain n'imaginait sans doute pas que quelques décennies plus tard, l'industrie pharmaceutique ferait de cette farce une réalité. Car notre peur de la maladie a fait de nous de véritables dévoreurs de gélules. Une boulimie dont l'exemple le plus flagrant est notre consommation de psychotropes. Avec 200 millions de boîtes par an, la France est le premier consommateur au monde. Un usage abusif sur lequel le journaliste Guy Hunier a enquêté pendant plus de 3 ans. Si vous regardez les différents rapports de santé mentale, le dernier datant de 2010, donc n'est pas très vieux. Si vous interrogez les spécialistes, que ce soit des neurologues, des psychiatres, des pharmacologues, enfin, tous les gens qui sont un peu pointus sur la question de la consommation, ils estiment que entre la moitié et les 2/3 des prescriptions de psychotropes ne sont pas justifiées. L'enquête de Guy Hunier révèle en effet que la moitié des consommateurs d'antidépresseurs avalent ces substances alors même qu'ils ne souffrent pas de dépression. Ce que j'ai essayé de voir, c'était quelles étaient les conséquences de cette surconsommation. Parce que quand vous donnez un antidépresseur à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous modifiez la chimie de son cerveau. Ces gens-là peuvent perdre les pédales. Il peut y avoir des phénomènes d'agitation, de confusion mentale, de dépersonnalisation, etc., d'actes bizarres, enfin. Donc on est là dans l'ignorance totale du fait que des gens qui prennent ces traitements peuvent perdre les pédales. Ce sont les dizaines d'ordonnances que le journaliste récupère au cours de sa recherche qui lui révèlent l'aberration des prescriptions. Des ordonnances à rallonge et bourrées d'incohérences thérapeutiques. Un symptôme, un traitement, un autre symptôme, un autre traitement, etc. Donc on aboutit comme ça, on additionne, on empile les médicaments. Et je raconte dans le livre des exemples, multiples exemples, notamment cet homme qui est allé à l'hôpital parce qu'il n'allait pas bien, qui s'est retrouvé avec 9 psychotropes, dont 5 neuroleptiques, et qui est mort à l'hôpital à cause de ça, parce que les prescriptions étaient délirantes. Et il y avait dedans 3 ou 4 neuroleptiques qui n'allaient pas ensemble, qui provoquaient des effets cardiaques, etc. Enfin, c'est épouvantable. Toutes les ordonnances ont été expertisées et les résultats sont désastreux dans la plupart des cas. Pour cette ordonnance qui associe 2 antidépresseurs, un neuroleptique et un somnifère, voici ce que dit l'expert pharmacologue. C'est une soupe de principes actifs. L'association des 2 antidépresseurs expose le patient à des risques graves, potentiellement mortels. Il existe des mises en garde à ce sujet. Aucun praticien ne devrait les ignorer. En gros, il y a 1500 molécules en France de base. Les médecins en connaissent 200 à peu près, les plus importantes. Les médecins n'ont pas la formation au départ pour ni pharmacologique ni thérapeutique pour juger vraiment de l'efficacité des traitements. Donc le problème de fond, il est dans la formation des médecins généralistes. Après, il faut trouver, moi je sais pas là, qu'est-ce qu'il faut faire, mais enfin c'est la base, quoi. Les généralistes ne sont pas les seuls responsables. Toutes les spécialités médicales sont concernées. Cette méconnaissance du médicament serait en tout cas une des causes des abus de prescription. Comment l'enseignement à la thérapeutique est-il assuré aux futurs médecins? Nous nous sommes rendus à Toulouse, dans les murs de la faculté de médecine, afin d'assister à un cours. Ce jour-là, des étudiants de 3e année découvrent les propriétés de la morphine. La morphine va augmenter le seuil de perception de la douleur. La douleur, elle est toujours présente, mais on ne la ressent plus comme pénible. C'est pas du tout pareil qu'avec le paracétamol ou l'aspirine, qui, eux,
sont véritablement des analgésiques qui suppriment la douleur. Là, ils transforment la douleur. Le professeur Montestruc est un pharmacologue reconnu. Ce spécialiste des médicaments est parfaitement conscient des lacunes de la formation médicale et il s'en inquiète. L'enseignement du médicament, de la pharmacologie, puis de la thérapeutique est assurément insuffisant à l'heure actuelle dans les facultés de médecine. Ça peut varier selon les facultés de 20 à 90 heures, alors que l'acte de prescription, c'est quand même l'activité princeps du médecin. De 20 heures à 90 heures pour cette 3e année d'études de médecine. En tout, sur les 6 ans que les étudiants passeront à la faculté, ils n'auront pas plus de 2 mois de cours sur le médicament. Lorsque vous aurez à traiter des patients en chronique. Si nous connaissons en pharmacologie à peu près correctement le risque d'association de médicaments 2 à 2, lorsqu'on ajoute au-delà 3, 4, 5 médicaments, on ne peut plus rien contrôler. Donc il y a un risque majeur. Un risque que les étudiants avec si peu d'heures de cours ne pourront pas maîtriser. La codéine est un vieux médicament qui n'est pas promu. Et donc, on fait croire aux médecins que l'antalgique du palier 2, c'est le tramadol. Alors que l'OMS et tout le monde dit c'est la codéine. Mais on préfère dans ce pays écouter l'industrie pharmaceutique que les informations indépendantes. Voilà. Il faut continuer à développer l'enseignement en faculté et je crois que les perspectives actuelles sont quand même assez favorables. Il y a cette prise de conscience, mais j'affirme que les garde-fous sont insuffisants. Il y a trop peu de spécialistes du médicament, pharmacologues ou thérapeutes en France qui jouent ce rôle. Il y a trop peu d'informations indépendantes, trop peu de revues indépendantes pour pouvoir balancer le pouvoir ou les activités de l'industrie. Voilà. Bon, merci. Voilà que ressurgissent dans notre enquête les laboratoires pharmaceutiques. Pour pousser à prescrire plus, les médecins et donc les futurs médecins sont en effet la cible idéale. Car au final, ce sont eux qui signent les ordonnances. Dès le début des formations, les internes sont bichonnés, on va dire, par l'industrie. Non, l'industrie finance aussi à 90% la formation médicale continue. Donc oui, l'industrie a une part prépondérante dans les informations que reçoivent les médecins sur le médicament. Et c'est notamment par le biais des congrès que l'industrie du médicament approche les médecins. Nous avons contacté plusieurs sociétés professionnelles de médecins afin d'assister à l'un de ces fameux congrès. Une seule a accepté de nous ouvrir les portes. Nous voici donc au milieu de 700 hépatologues et chirurgiens digestifs. Et nous allons commencer par une communication pluricentrique. Merci beaucoup, messieurs les présidents, chers collègues. Ce congrès est réputé pour le niveau scientifique des conférences qui s'y tiennent. Les organisateurs ont accepté la présence de notre caméra car ils veulent nous démontrer que l'industrie n'a pas la main mise sur cet événement. L'organisation de ce congrès coûte beaucoup de dizaines d'heures de travail en plus des activités chirurgicales quotidiennes et je n'ai aucune rémunération. Je paye mon inscription au congrès et je paye ma chambre d'hôtel. Donc tout ça est clair et c'est appliqué, croyez-moi, d'une main de fer. Chambre d'hôtel et restauration payées par les participants et non par les laboratoires, le principe est suffisamment rare pour être souligné. Mais les inscriptions ne suffisent pas à payer tous les frais. Plusieurs groupes pharmaceutiques ont donc tout de même été sollicités pour participer au financement. En échange, ils ont droit à des stands installés à la sortie de la salle de conférence pour présenter leurs produits aux médecins. Ici, on est dans le lieu d'échange dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les laboratoires et l'industrie qui ont participé au financement, ils trouvent là le retour sur investissement. Tous les médecins ne souhaitent pas recevoir en consultation ou à l'hôpital des labos. Donc là, c'est le moyen pour certains labos de contacter des médecins qu'il est difficile de toucher parfois. Ceux qui veulent vont voir les laboratoires, mais vous voyez, il n'y a pas d'aspect coercitif. Il y aurait donc d'un côté les stands et leur aspect promotionnel, et de l'autre le congrès et son contenu purement scientifique. Entre les deux, nous assure-t-on, la limite est bien définie.
soyons honnêtes, quoi. Faut pas raconter d'histoire. Vous me ferez pas croire que je peux, dans un amphithéâtre, prendre une position, alors qu'au dehors m'attend le laboratoire qui a organisé le congrès, qui m'a peut-être payé mon voyage, qui me paiera le dîner le soir, ou qui paye peut-être mon hôtel. Moi-même, j'ai participé au congrès de diabétologie en France, en Europe, aux USA et mondiaux, grâce à un financement de l'industrie. Donc la logique du don vous crée le sentiment que vous pouvez ne pas être dépendant, mais néanmoins, vous n'êtes pas insultant. Vous n'allez pas être violemment critique pour des gens qui vous ont permis d'aller à un congrès. Donc il faut absolument que les médecins soient hors de ce conflit d'intérêts. Comment alors se prémunir de l'influence des laboratoires? Faut-il en arriver à supprimer les congrès? Quel professionnel aura envie de ne plus échanger avec ses collègues et avec les gens qui font le même métier que lui? C'est vraiment essentiel. Ne plus avoir de congrès, ça veut dire ne plus communiquer nos résultats, ne plus évaluer nos méthodes et nos prises en charge, et c'est perdre une partie de notre métier. L'État pousse depuis quelques années à ce que cette mainmise de l'industrie décroisse. Mais les pouvoirs publics y mettent-ils les moyens? L'État? Ah, écoutez, l'État directement en termes de subvention, c'est zéro. Ou alors, des choses m'ont échappé, mais je ne crois pas en la matière. L'enseignement, c'est lui-même mis pieds et poings liés dans les mains de l'industrie du soin, au nom du fait qu'il n'y a aujourd'hui plus un congrès qui est organisé sans que ce soit avec la participation de l'industrie médicale. Des patients que l'on inquiète pour les pousser à consommer des soins, des médecins que l'on finance pour les convaincre de prescrire. Voilà les parfaits ingrédients pour induire des actes abusifs. Mais ce cocktail aurait-il pris si notre conception même de la médecine ne plaçait pas ses représentants sur un piédestal? Si le pouvoir que nous octroyons aux médecins n'était pas si puissant? Historiquement, le médecin, en gros, était un peu le représentant de Dieu tout-puissant. Et quoi qu'il arrive, on le remerciait. Le malade est mort, merci docteur d'avoir fait tout ce que vous pouvez. Celui qui pose problème est celui qui se voit encore dans ce schéma obsolète d'un individu. D'un individu, seigneur et maître, seul décideur, n'ayant de compte à rendre qu'à lui-même. Ce modèle-là, il faut dire qu'il est mort. Si on ne pose pas ça comme principe, on n'avancera pas. Tenir la maladie est donc la mort à distance. La maîtriser, la terrasser. Voilà le lourd fardeau que l'on a confié aux soignants. Au point de créer chez certains l'illusion que leur savoir était sacré et n'avait pas à être discuté. Cette idée de toute-puissance traîne encore dans l'esprit de certains praticiens. Une prétention qui les rend alors incapables d'entendre qu'un patient n'en peut plus. Anne a 57 ans et un cancer du sein qui la ronge depuis 7 ans. Elle est depuis quelques semaines suivie à l'hôpital Cochin à Paris. Ce service, Anne en a poussé les portes en désespoir de cause après plusieurs expériences traumatisantes dans d'autres hôpitaux. Comment ça va depuis la dernière fois alors? Eh bien, j'ai très mal. À l'épaule? Toujours à l'épaule? Ouais. Ça devient limite du supportable. Hein. Je peux pratiquement plus me servir de mon bras, quoi. Est-ce que vous avez des douleurs ailleurs, en particulier dans le dos, dans les jambes? Oui, là, sur une hanche, de temps en temps, mais c'est tellement supportable que... Comparativement, du coup, ça passe inaperçu, presque. Voilà, ouais. C'est ça. Le problème pour moi, ça a été le suivi du cancer, pas le cancer. Enfin, c'est aussi grave que ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc évoqué au bout de 2 séances que je me paralysais. Alors, les membres inférieurs, les membres supérieurs. Et là, j'ai dit, j'arrête la chimio. Et ça, c'est une chose que les médecins, surtout quand c'est des grands pontes hyper spécialisés, vivent très mal. Ça leur renvoie le fait qu'ils ne savent pas guérir.
La chimiothérapie a réveillé chez Anne une maladie neurologique qui sommeillait. Le traitement la faisait donc plus souffrir qu'il ne la soulageait. Mais les cancérologues d'alors n'ont rien voulu entendre. Un symptôme, un traitement, il fallait appliquer le protocole. Le médecin est souvent en grande difficulté dans cette situation, ce d'autant que l'essentiel des discussions dans les congrès, des travaux de recherche, de la formation, les aura surtout aguerris à proposer des solutions lorsqu'il en existe et non pas tellement à gérer l'absence de solution. Ne pas faire, c'est une décision à part entière au même titre que décider de faire. Et c'est pas une décision plus vide. Par contre, ce n'est pas un soin. Donc effectivement, une fois que l'on a dit que l'on ne fait pas un traitement antitumoral, reste à mettre en œuvre une organisation de soins, d'accompagnement, des soins palliatifs et non pas rien. Anne est restée sans prise en charge médicale pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'un ami lui conseille ce service de cancérologie, réputé pour la place qu'il accorde à la parole des patients. On se rend pas bien compte. Pour une fois, on me disait, on m'assénait pas, il faut faire comme ça. Il n'y a qu'à, Faucon. C'était, voilà ce qu'on peut vous proposer, voilà ce qui est possible, sachant qu'on vous soignera, on vous guérira pas plus qu'ailleurs. Bon. Mais je me sens de nouveau l'envie de faire confiance, parce que c'est ça la base. Être dans le soin et dans une proposition de traitement, mais sans aller trop loin, l'équilibre n'est jamais facile à trouver. Dans ce service, pour éviter de laisser un soignant seul face à des décisions qui sont lourdes de conséquences, les équipes de cancérologie et de soins palliatifs se réunissent chaque semaine. Les soignants peuvent ici confronter leur choix à l'avis de leurs collègues. On a décidé un arrêt des traitements antitumoraux. Ce qui est assez net, c'est que son état général se dégrade progressivement, elle est grabataire. Je pense qu'on peut partir du principe que maintenant on ne fait plus de gestes invasifs, parce qu'il y a eu des renouvellements de prothèses parce qu'elle faisait des angiocolites aiguës à répétition. Là, l'espérance de vie fait que je crois que ça n'a plus de sens. L'exercice solitaire pousse le médecin à une escalade, à la fois parce que ce sont des décisions difficiles, ensuite parce qu'elles sont gérées sur des temps courts. Donc finalement, la solution de facilité pour lui, à la fois pour contenir les émotions et pour ne pas s'engager dans la complexité de la situation, ça va être de prescrire un traitement de plus. Le temps de la réflexion en médecine est un temps important. Le temps de la coordination, de la collégialité est un temps important. Alors ça n'existe pas, ni financé, ni pris en compte. Or c'est un temps très important. Qu'est-ce qui fait la qualité des hôpitaux? C'est que vous pouvez descendre d'un service à l'autre. J'aimerais bien te montrer un malade, j'aimerais bien ton avis. Hein? Parce que il suffit pas, et ça, les gestionnaires comprennent peu ça, les politiques encore moins. En médecine, il ne s'agit pas d'appliquer des recettes toutes faites. Mais cette réflexion sur leur pratique, tous les médecins ne sont pas encore prêts à la mener, loin de là. Car ce serait accepter que d'autres qu'eux ouvrent leur dossier, se penchent sur leurs patients et pointent du doigt d'éventuelles fautes. Ce serait accepter qu'eux-mêmes dénoncent les abus qu'ils pourraient constater chez leurs collègues. Or, dans le monde médical, la solidarité est une règle coulée jusque dans le code de déontologie. Article R4127, alinéa 56. Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. C'est à cette confraternité que Céline est aujourd'hui confrontée. 3 ans après l'intervention injustifiée qu'elle a subie, l'ablation de son utérus, elle tente de rassembler des pièces prouvant cet abus. Le patient, au milieu de tout ça, est bien seul. Et c'est... Après le combat de soins, c'est le combat de vérité. Céline a repris contact avec les 2 chirurgiens qui l'avaient examinée à la suite de son opération et avaient découvert l'abus. Les 2 ont refusé de confirmer leur dire par un écrit. On a l'impression d'une corporation secrète où il ne faut en aucun cas trahir l'un de ses pairs, quelque part. Ils ne veulent pas être les accusateurs de leurs collègues, en fait.
alors que je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de vérité. J'ai juste besoin qu'on indique que, par écrit, clairement, que les choses n'auraient pas dû avoir lieu, que eux, avec les éléments premiers, n'auraient jamais pratiqué cette intervention, qu'elle est injustifiée. J'ai juste besoin de ça. Aucun médecin n'écrira jamais à Céline que son intervention n'est pas justifiée. Ils le lui ont dit, ils lui ont expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ont argumenté leur position et leur diagnostic médical a posteriori, puisque la complication est là, mais aucun ne l'écrira jamais. Si les médecins eux-mêmes ne dénoncent pas ces actes abusifs, qui alors peut le faire ? Nous avons pris contact avec les représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie pour leur poser la question. Après plus d'1 mois d'appels répétés, ils nous ont enfin répondu qu'ils n'avaient aucun moyen de contrôler l'activité des médecins ni la pertinence de leurs actes. Tout ce que font les médecins en France, c'est dans les bases de données de l'assurance maladie. D'accord ? Donc le trésor de guerre, c'est-à-dire l'information, c'est eux qui le possèdent. Donc ils peuvent faire toutes les études les plus fines, ils ont des médecins, ils ont des gens susceptibles d'aller voir les établissements de soins. Ils ont vraiment des moyens. Alors après, veulent-ils le faire ? Tout ça, c'est un autre problème plus complexe, hein, parce qu'on se heurte au monde médical, on se heurte aux politiques, on se heurte à plein de choses. Il y a, je crois, une vingtaine d'années, oui, en France, l'assurance maladie a essayé de mettre en place un système où on avait des comptes à rendre sur la prise en charge. Ça s'appelait les références opposables. Ça a capoté vite fait. Mais parce que les médecins ont attaqué, ils ont fait des procédures administratives qui sont allées jusqu'en Conseil d'État. Donc l'assurance maladie a baissé les bras. Je pense qu'on peut dire malheureusement quand même que le corps médical est un des corps sociaux quand même les plus immobiles ou conservateurs. Je dirais qu'il n'y a que les politiques qui sont pires que nous. Aujourd'hui, le dossier des actes médicaux injustifiés n'est clairement une priorité ni du corps médical, ni des autorités de santé. Ces dernières commencent tout juste à émettre des recommandations, sortes de guides de bonne pratique que les médecins sont censés suivre. Mais dans les faits, les praticiens n'ont encore de compte à rendre qu'à eux-mêmes. La vraie issue, comme d'habitude d'ailleurs dans tous les domaines, ce qui va changer dans combien de temps, mais ça a déjà quand même pas mal changé, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on est en train de chasser l'argent partout, hein, et que donc, ce sont des grosses niches. Hein. L'acte inutile, bah oui, pourquoi le payer ? Pourquoi payer à Madame X la césarienne dont elle n'avait pas besoin ? Pourquoi financer l'anesthésiste qui l'a anesthésiée ? Pourquoi financer l'acte chirurgical dont elle n'avait pas besoin ? C'est quand même une question qui se pose à tout le monde, ça. La somme que la collectivité consacre à la santé n'est pas illimitée. Ce que l'on gaspille, on l'enlève à d'autres. Ce que l'on gaspille en refaisant des examens inutiles, ça sera autant de soins dentaires, de soins d'ophtalmologie qui ne seront pas faits. Et éventuellement, pour des patients plus graves, plus pauvres, qui en ont vraiment besoin. Donc un médecin doit, c'est un point très important pour les malades, garder sa liberté de prescription et doit accepter d'être évalué et de rendre compte. Sur le principe, le juste soin au moindre coût. L'assurance maladie a une logique comptable. Elle rentre un budget et elle le ressort. Elle n'est pas du tout programmée pour faire ces choses-là. Donc ce qu'il va falloir, c'est la solliciter et lui dire maintenant, ça suffit. On ne peut pas parler du trou de l'assurance maladie si on sait que par ailleurs, on a 40 milliards d'actes inutiles. Ce trou, il peut se combler. Donc ça, il faut de la volonté, du courage politique. C'est pas que l'assurance maladie, il faut aussi que nous soyons pilotés par des hommes et des femmes de courage. Merci d'être avec nous pour Enquête de santé. Donc le débat maintenant qui suit ce document, nos invités sont avec nous. Vous allez les faire connaissance avec eux au fur et à mesure. Si on se résume un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit dans cet excellent document, en gros, pour essayer de comprendre la situation et ses abus, il y a la peur de la judiciarisation, le manque de formation des médecins, le refus d'être évalué par les médecins et puis en même temps de trahir un de ses pairs, la pression des patients, celle de l'industrie, le manque de volonté politique. En gros, c'est ça ? Il manque des choses ou c'est ça, en gros ?
C'est à peu près ça, je crois qu'on a fait le tour. Claude Rambaud, vous êtes la présidente du CIS, hein, on vous a vu dans le document. Oui, un peu trop peut-être. Ouais, c'est rare, Oui. c'est rare que quelqu'un qui s'occupe d'association trouve qu'on l'a trop vu dans un document. Au moins, vous avez pu vous exprimer. Oui, tout à fait. Oui, c'est un vrai sujet que vous soulevez, celui de la pertinence des actes. Mais on va dire que le monde politique commence à s'y intéresser. Et le ministère a mis en route un groupe de travail, ce qu'on appelle la pertinence, c'est-à-dire qui va travailler là-dessus. Là, ça vient d'être annoncé. Hein, ça fait quelques mois qu'ils travaillent dessus. Voilà. La pertinence des soins, c'est drôle. C'est un nom. C'est pas un problème récent et ça fait effectivement quelques mois qu'on s'y intéresse. Parce qu'il y a une impertinence des soins. Docteur, est-ce bien nécessaire? J'en sais rien, mais moi, effectivement, j'ai vu aussi que tout ça, c'était en cours. On va bien sûr y revenir. Alors, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans cette émission, puisque c'est la vôtre. Hein. Il y a une interactivité. Je vous rappelle que nous sommes en direct et qu'on a déjà reçu beaucoup de questions. Ma mère n'est pas malade, mais a tous ses placards pleins de médicaments. Son médecin continue à lui en prescrire des listes folles. Evelyne pose la question. Professeur Claire Lejeune, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service de médecine interne de l'Hôtel Dieu à Paris. Alors, les gens ne connaissent pas forcément la médecine interne. En gros, si je dis que je vais être super médecin généraliste, parce que voilà, c'est un peu... On peut l'accepter. Voilà, c'est les médecins généralistes de l'hôpital qui débrouillent en général tout ce qu'on n'a pas compris. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a deux volets. C'est recevoir tous les malades qui arrivent par les urgences et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils ont. Ouais. Et puis l'autre spécialité de la médecine interne, c'est les maladies rares. D'accord. Bien. Alors, donc, vous voyez, vous arrivez à l'hôpital, des malades dont on n'a pas réussi à résoudre le problème ailleurs. Vous les voyez arriver avec les ordonnances? Tout à fait. Qui ont été prescrites, donc, données par leurs médecins traitants. On a le cas de quelqu'un là qui nous pose la question. Le placard est plein de médicaments et son médecin continue à lui en prescrire. C'est des choses que vous voyez forcément beaucoup. C'est des choses qu'on voit beaucoup. Et vous avez dit, son médecin traitant lui a prescrit une ordonnance, mais le médecin traitant plus les divers spécialistes consultés, ce qui fait qu'en général, il y a 4 voire 5 ordonnances et que les médecins ont beaucoup été chargés. Je vais aussi quand même prendre leur défense un petit peu. Les patients choisissent dans les ordonnances ce qui leur convienne. Et donc, après, ils font effectivement un savant mélange. Et c'est parfois assez compliqué de savoir ce que prennent vraiment les gens. Et puis, ça c'est aussi une autre partie. Quand on va chez le pharmacien, on a la quantité pour 1 mois. Donc, parfois, on ressort avec quand même un nombre de boîtes qui paraît important. Et si le médicament ne convient pas, la boîte est à peine entamée, toutes les autres sont stockées, et là, je peux comprendre que les placards se remplissent rapidement. Mais quand vous disiez effectivement que vous allez défendre les médecins, on les a pas, tout le monde, on a essayé de comprendre le problème de tout le monde, et la question là qui arrive va vous permettre justement de rebondir là-dessus. On demande si le médecin abuse de son pouvoir de prescription, ou cède-t-il sous les contraintes jusqu'à prescrire inutilement. Quand on disait qu'effectivement, un médecin peut refuser 2 fois, 3 fois, 4 fois de prescrire quelque chose, puis quand le patient change de médecin, il y a un moment où c'est pas simple non plus. C'est vrai que la pression par les laboratoires, par les idées, par Internet, par les médias, par tout ça, sur les patients, elle existe, elle est réelle. Hein. Elle est réelle. Elle est réelle. Et c'est vrai que résister, être pédagogique, c'est une consultation longue. Et je ne suis pas certaine que tous les médecins généralistes, et on a bien vu l'exemple, ont le temps de prendre de décortiquer chaque médicament, d'expliquer l'objectif, l'intérêt. Et je peux comprendre que parfois, sous la pression, plutôt que de discuter, on soit amené à dire vous le voulez, voilà. Alors, sous la pression, justement, professeur Mazel, il y a quelque chose de fort intéressant dans votre parti. Vous dirigez le service d'orthopédie et de traumatologie de l'Institut mutualiste Montsouris. Une de vos spécialités, c'est la chirurgie du dos, et notamment, par exemple, des hernies discales. On sait que ce sont des interventions. Il y a énormément de gens qui ont mal au dos, beaucoup de gens qui ont des hernies discales. Il y a souvent une pression des patients pour se faire opérer parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir mal. Et vous êtes souvent, vous, obligé de dire non, je n'opère pas. D'abord, est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que les patients, dans ce cas-là, vont ailleurs se faire opérer? Alors oui, c'est un vrai problème parce que le patient qui a mal, c'est un patient qui a envie de guérir. Et il a envie de guérir vite et on est dans une société de consommation et on consomme, et je crois qu'on l'a bien vu aujourd'hui, on consomme le soin au moins autant que le reste. Donc un patient va vous solliciter pour aller bien. Donc la première chose, c'est qu'il veut vous voir rapidement. Donc le délai de consultation doit être, si possible, le plus court possible, ce qui n'est malheureusement pas toujours possible. Et en l'occurrence, dans le cadre de la hernie discale, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque
on sait que la majorité des hernies discales vont guérir plus ou moins spontanément, en tout cas accompagnées par un traitement médical qui va permettre de guérir ou de diminuer la douleur. Et sur de longs mois. Sur de longs mois. Mais vous avez totalement raison, il faut expliquer les choses. Et c'est ce que ma collègue vient de dire, il faut expliquer. Et ça prend un temps infini. Tout à l'heure, dans le reportage, il a été dit, ne pas prendre une décision d'un traitement type chirurgical, par exemple, c'est très compliqué, parce que ça demande plus de temps pour faire comprendre aux patients pourquoi on ne va pas l'opérer que l'inverse. Alors, c'est vrai que de temps en temps, la simplicité, ça peut être de se laisser aller en se disant, bon, finalement, pourquoi pas, je vais faire, puisque vous y tenez. Je pense que c'est vrai que les médecins ont quand même été mis en cause un petit peu dans ce reportage. Il faut quand même réaliser que la médecine aujourd'hui soigne, que l'espérance de vie qui s'allonge tous les ans montre bien que l'efficacité tant du médicament que finalement des actes que nous faisons, c'est une réalité. À côté de ça, il faut savoir raison garder, il faut savoir absolument rester, si possible, pas si possible, il faut obligatoirement savoir rester très impartial, il faut savoir accepter les limites de nos connaissances. Mais bon, c'est un métier difficile aussi. Hein. Alors, on va revenir sur ce que vous dites tous les deux, parce que vous avez été un petit peu choqués par le fait que la médecine soit attaquée, que les médecins soient attaqués. Les patients de notre société, tout le monde. C'est pas le but. Vous défendez le métier de médecin. Marina et moi sommes médecins, donc on connaît un petit peu aussi. Néanmoins, et il y a une question là, mais que risque un médecin à écrire qu'un confrère se trompe? Le silence n'est-il pas une façon indirecte de cautionner ces abus? On a vu l'exemple de cette dame qui s'est fait retirer l'utérus, qui dit que c'est pratiquement une secte et que les médecins n'osent pas attaquer leurs confrères. On a vu que c'est dans le code de déontologie et qu'un médecin ne peut pas attaquer son confrère théoriquement. Maître Bénédicte Papin, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous connaissez bien toutes ces histoires de santé. Est-ce que vous êtes aussi confronté à cette sorte d'omerta dans le milieu médical qui fait qu'un médecin ne veut pas mettre par écrit, parce qu'il ne peut pas, déontologiquement, qu'un de ses confrères s'est trompé? Effectivement, alors pour nous aider, on a quand même le médecin conseil, qui est le médecin avec lequel on travaille, qui va obtenir, grâce au patient, le dossier médical et qui va procéder à son étude. En regardant le dossier médical, ce médecin conseil va pouvoir nous faire une note technique dans laquelle il indique voilà quelle aurait été la prise en charge idéale, voilà quelle était l'indication opératoire, voilà quel était l'examen clinique au moment où madame ou monsieur a rencontré le praticien et voilà ce qui aurait dû être fait. Ensuite, pour que cette note technique puisse être validée, il faut aller en justice et obtenir une expertise judiciaire. Et un expert judiciaire, lui, va pouvoir, dans un rapport circonstancié, étayé, qui donnera lieu préalablement à une réunion d'expertise où tout le monde sera présent, où le patient sera entendu, où le médecin sera présent, assisté de sa compagnie d'assurance et pourra s'exprimer sur les questions qui lui sont posées. Et au sein même de ce rapport d'expertise, là, on aura la possibilité de voir écrire noir sur blanc qu'il y a eu faute médicale. C'est un expert, donc c'est un médecin auprès des tribunaux. Tout à fait. Moi je parle vous comprenez ma question, oui, c'est les autres médecins. Le cas de cette dame qui voit 2 gynécos, aucun ne veut écrire. Alors ça peut être choquant pour les patients, mais c'est explicable encore une fois par ce code de déontologie, parce que si le médecin écrit sur un papier que le gynéco s'est trompé, le gynéco va se retourner contre lui en disant « Monsieur, avez-vous examiné la patiente ?» Oui, complètement. Déjà, 1, avez-vous examiné la patiente? Et 2, quid de nos règles de déontologie, qui sont quand même, comme c'était indiqué dans le reportage, qui sont quand même très précises, à savoir un médecin n'a pas a priori à écrire sur son confrère. Donc hormis la note technique du médecin conseil préjudiciaire et là qui pourra l'écrire, et puis l'expertise judiciaire, mais on est déjà dans un cadre judiciaire, un médecin a priori ne l'écrit pas. Et je n'attends pas d'eux qu'ils écrivent cette note avant d'engager une action. Christian Mazel et Madame Lejeune, sans nous donner de nom, vous en avez vu passer des confrères à qui vous n'auriez pas confié vos enfants? Moi, je réponds très honnêtement, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas respecter le code de déontologie. Je crois que ce code de déontologie, c'est une règle de vie en société, c'est la société des médecins. Il est important de respecter cette règle, on s'y engage, c'est quelque chose de primordial. Il faut aussi réaliser qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri d'une faute, d'une erreur, d'une complication.
Et qu'en tant que tel, il faut quand même partir dans l'idée que la majorité d'entre nous exerce son métier d'une façon qui est, on va dire, correcte et dans les règles de l'art. Mais demain matin, aujourd'hui, je peux parfaitement avoir été en faute par de multiples éléments qui sont liés au fait que je suis un homme et que je soigne des êtres humains. Oui, mais là, on sort du cadre oui, de l'abus. Il faut bien réaliser... Effectivement, le côté humain de tout médecin, on le respecte parfaitement. Il faut bien réaliser que quand on va aller dire ce qui vient d'être fait ou sur ce patient n'est pas conforme à ce que je pense que l'on aurait dû faire, malgré tout, je n'ai pas de vraie certitude. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des médecins experts qui sont nommés par les tribunaux, et sans pour autant que ces experts, d'ailleurs, soient totalement infaillibles, malgré tout, ils sont là pour faire le vrai du faux, finalement, la part des choses. Alors justement, est-ce que pour vous aider, je donne la parole juste après, pour vous aider un tout petit peu encore dans votre exercice, est-ce que ce dont vous parliez dans le document, Madame Rambaud, les références opposables, qui a d'ailleurs été réévoqué par la Fédération hospitalière de France en 2010 comme une des solutions, effectivement, est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose d'intéressant, ces références opposables, qui permettraient de donner malgré tout un cadre, puisque ça serait déterminé par la Haute Autorité de Santé, par des sociétés savantes, etc., des recommandations qui pourraient quand même permettre de rester un peu là-dedans? Alors, les références opposables, moi, j'ai participé à l'élaboration de certaines à l'époque. Alors, bon, c'était des consignes, finalement, pour encadrer les prescriptions, beaucoup des médecins, ou aussi bien des prescriptions d'actes diagnostiques, des radios, des scanners, ou bien des médicaments. Elles étaient relativement pleines de bon sens, je dois dire. Le problème, c'est, une fois qu'elles existent, qui contrôle qu'elles sont effectivement respectées. Et ça, c'est aussi une chaîne du maillon qui est compliquée. Mais dire on ne met pas 2 benzodiazépines sur une même ordonnance, c'était assez logique et c'était du bon sens. Parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est que les références opposables. En gros, c'était, comme disait Marina, c'était un cadre, c'est-à-dire qu'on disait aux médecins, voilà, il y a des règles à respecter, on va quand même vous les mettre par écrit, vous les avez apprises normalement à la fac, mais comme il y a une réactualisation permanente, on va vous expliquer comment on doit exercer la médecine correctement aujourd'hui. Et c'était, voilà, c'est les références c'était opposable à la pratique et aux médecins. Avec quand même une expression purement négative, on ne doit pas, et c'était pas... On doit. On n'était pas dans la pertinence des soins ou voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on doit faire, c'est surtout voilà ce qu'on ne doit pas faire. Claude Rambaud, un mot sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que tous les médecins, et je vous posais la question, c'était pas gentil de ma part, j'ai senti un petit malaise quand je vous ai demandé si vous connaissiez des confrères qui mériteraient de ne plus exercer. Ou en tout cas, je l'ai pas dit. C'était pas la question. On dirait un journaliste, Michel. Est-ce que c'est pas bien de faire ça? Oh là là, ça c'est évident. J'ai honte. C'est un compliment. Je vais prendre ma carte de presse. Non, mais si, bon, il y a des médecins à qui vous ne confieriez pas vos enfants. Ce qui revient à peu près à la même chose. Pour rebondir sur cette question, tout à l'heure, on a parlé nominativement d'un médecin qui a été condamné, qui a été au pénal. Ce chirurgien faisait de la chirurgie de la colonne vertébrale. J'ai donc été amené à voir à plusieurs occasions des malades, effectivement, qu'il avait opérés et qui posaient des problèmes. Et c'est une réalité. C'est ce qu'on a vu au début du C'est ce qu'on a vu au début du reportage. Mais c'est vrai que ma position en tant que médecin n'était pas d'être un censeur. Je suis là pour éventuellement résoudre le problème du patient qui vient me voir. D'accord, mais qui doit l'être? Qui doit être ce censeur? Parce qu'il faut bien qu'à un moment, on parle des abus ce soir. Non, mais on parle des abus ce soir. À Claude Rambaud, il y a des médecins, on sait très bien. Et encore une fois, il y a le docteur Loriot l'a très bien dit, il y a 98% des chirurgiens qui font bien leur boulot. Des médecins en général. Il y a 2% de brebis galeuses. Qui s'occupe de ces brebis galeuses? Est-ce que le Conseil de l'Ordre joue son rôle? Est-ce que des instances supérieures sont là justement pour dire, monsieur, expliquez-nous pourquoi vous avez opéré 200 hernies discales à vous tout seul l'année dernière, alors que tout le monde dit qu'il faut les opérer le moins possible? Oui. Qui le joue ce rôle? Personne actuellement. Ne vont en justice que ceux qui vivent des désastres, c'est-à-dire derrière lesquels il y a des complications. Mais la majeure partie de ces actes inutiles, très heureusement, ne se termine pas par une complication. Donc ça reste dans un domaine de l'ombre, ça n'est absolument pas connu. Donc qui devrait réguler mieux ces actes inutiles? C'est peut-être l'assurance maladie, celui qui paye, le payeur. L'assurance maladie a les données. Elle connaît parfaitement les pratiques de l'ensemble des praticiens. Elle sait parfaitement ceux qui abusent, elle le sait. Bon, qu'est-ce qu'elle fait des données? Alors bien sûr, ce que je disais dans le reportage, elle n'est pas faite pour ça. L'assurance maladie a une vision
je dirais, comptable, donc de court terme dans l'histoire. Et puis c'est des médecins de l'assurance maladie qui vont voir les médecins, ça ne va pas le faire, ça va juste être ingérable. Oui, alors ils commencent quand même, parce que là, bon, on est un peu raide sur ce que l'on dit, mais c'est vrai que l'assurance maladie commence à se pencher sur ce problème. Je suis persuadée qu'elle le fait beaucoup plus parce qu'il y a des problèmes économiques et que, comme le dit un des intervenants, l'enveloppe, elle n'est pas extensible à l'infini et qu'il faut bien rentrer dans l'ensemble du financement de la santé dans cette enveloppe. Mais néanmoins, elle commence à le faire par petites touches, c'est-à-dire d'informer les médecins de la caisse primaire, par exemple, va aller voir son confrère, le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, pour dire, voilà, sur les antibiotiques, voilà dans quelle moyenne vous vous situez, parce qu'il n'y a pas que les actes chirurgicaux. Non, bien sûr, il y a aussi les médicaments, il y a aussi les examens, les radiologies. Voilà, donc on souhaiterait que l'assurance maladie développe cette attitude et sur beaucoup plus de domaines, elle fasse des moyennes par tranche d'âge, par type de pathologie, et qu'elle dise aux médecins où est-ce qu'ils se situent. Et je suis persuadée que les médecins sont pleins de bonne volonté. Et que existe, ils ne le prennent pas toujours bien, les médecins. Alors Jean Leonetti, qui a présidé à un moment la Fédération hospitalière de France, suggérait que ça puisse être des médecins, des spécialistes en fin de carrière, proches de la retraite, renommés, qui puissent aller voir leurs confrères en leur expliquant voilà comment moi j'exerçais, etc. Et donc en leur faisant se poser des questions sur effectivement leur pratique quand ils dépassaient. Ça pourrait être une bonne solution. Ils verraient peut-être mieux d'un meilleur œil un spécialiste renommé qu'un médecin de la Sécu. Aux limites du fait que la médecine évolue tellement vite qu'on va dire oui, mais il est en fin de carrière, il est donc beaucoup moins pertinent que moi, jeune médecin, beaucoup plus efficace. Il y a quelque chose qui a disparu aussi de notre paysage. Vous êtes près de la retraite ou pas? Non, pas encore. Oh. C'est très désagréable pour votre part. Mais il est odieux aujourd'hui dans les franges. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Il y a un souci. Avec Claude Rambaud. Oui, bon, les références opposables, c'est une vieille histoire, donc ça s'est terminé. C'est un peu remis à l'ordre du jour, voilà. On ne sait jamais. Donc, oui, on en reparle sous forme de recommandations, voilà. Et la Haute Autorité de Santé va effectivement travailler là-dessus. Mais il y a aussi une autre chose qui a disparu, c'est ce qu'on appelait autrefois l'entente préalable. Il y avait un accord préalable de l'assurance maladie pour les interventions lourdes, non urgentes évidemment. Bien sûr. Voilà, ça aussi, ça a disparu complètement. Et peut-être que pour les administratif, l'entente. C'était très administratif, mais néanmoins. Il n'y avait rien de médical derrière, pratiquement. Oui, mais parce que l'assurance maladie, elle est beaucoup plus administrative et économique que médicale. C'était une entente préalable de transport, c'était une entente préalable de centre de rééducation qui existe toujours. Non, il y avait des ententes préalables pour beaucoup plus que ça. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu. Pour des actes chirurgicaux. Voilà quelqu'un d'aimable. Ça compense. On demande à force de demander aux médecins de faire des économies, ne vont-ils pas passer à côté du vrai diagnostic? Alors on va essayer avec Benoît, qui va nous rejoindre tout de suite, de comprendre deux notions absolument essentielles dans ce débat. La notion de bénéfice-risque et la notion de principe de précaution, ce sont deux notions bien différentes. Benoît. Oui, le bénéfice-risque, c'est ni plus ni moins peser le pour et le contre. Reprenons l'exemple de la maternité qu'on a entrevu dans le documentaire tout à l'heure. Une femme enceinte a un bassin un peu trop étroit. La question se pose de pratiquer une césarienne pour la naissance. Les médecins vont peser les avantages et les inconvénients. Avantages pour le bébé et la mère, risque pour le bébé et la mère. C'est une balance. Alors prend-on le risque d'un accouchement par les voies naturelles, le bébé peut rester coincé et alors une césarienne devra être pratiquée en urgence. Prend-on le risque d'un accouchement par césarienne, c'est une opération chirurgicale. Des complications comme une hémorragie peuvent survenir. Les médecins passent leur temps à peser le pour et le contre d'un examen, d'une prescription, d'une opération. Le calcul de ce bénéfice-risque, c'est une décision médicale. Le principe de précaution, ce n'est pas une décision médicale, mais plutôt un principe politique et de santé publique. D'ailleurs, le principe de précaution est inscrit dans notre Constitution. Il s'applique lorsqu'on est face à une incertitude scientifique. C'est la prise en compte d'un risque qui n'est qu'hypothétique. On peut décider d'interdire, par exemple, un produit chimique par précaution, parce que la science n'est pas en mesure de dire clairement s'il présente un danger pour la santé. Un doute subsiste, on prend donc ce qu'on appelle une mesure de précaution. Bien utilisé, ce principe protège par anticipation la population. Utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire trop souvent, il devient un outil paralysant, ne protégeant que ceux qui veulent gouverner sans prendre de risques. Merci Benoît, on va vous retrouver tout à l'heure. Juste pour revenir sur la question qui a été posée concernant la pression économique, est-ce que vous avez l'impression, professeur Lejeune, que parfois ça altère ce questionnement permanent du bénéfice-risque que vous vous posez en permanence? Alors, qu'il y a un risque à cela?
Pas encore, à mon sens, pas encore. Quand vraiment on est dans une quête d'un diagnostic ou autre et qu'on doit mettre en œuvre un nombre d'examens, on le fera. Et on n'est pas encore en train de se dire « Ah non, ça va coûter trop cher » ou pas. Ce qui est par contre un autre problème, c'est des patients qui multiplient le recours aux spécialistes et qui arrivent en consultation. Alors la médecine interne est vraiment pour ça. On voit arriver les gens avec des valises dans chaque main en consultation, remplies de scanners, de radios, d'IRM qui ont été faites par les uns, par les autres, dans tous les sens. Et là, moi, ce à quoi j'aspire, c'est le dossier médical personnalisé qui nous permettent, l'Arlésienne, alors là oui, Claude Bizet, depuis le temps qu'on en parle, parce que à ce moment-là, on saura ce que les gens ont eu comme examen, qui ils ont vu en consultation, et on pourra faire le tri et la sélection. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est vraiment, je pense, que ça sera une qualité de soins qu'on attend. Mais il va venir, ce dossier ? Oui, je crois que la ministre a... Vous avez des bonnes nouvelles, Claude Rambaud. Oui, c'est une nouvelle que j'ai depuis ce matin. Mais Madame la ministre de la Santé a décidé de donner un nouvel élan, si j'ose dire, tous les ministres, au DMP. C'est pas le premier ministre de la Santé que vous croisez. Ils ont tous dit qu'ils allaient relancer le DMP, le dossier médical personnalisé. On va d'abord faire un peu un inventaire, un état des lieux, puis on va regarder. Et c'est pas pour tout de suite. Je souhaiterais évidemment que le DMP, c'est le dossier du patient qu'on pourrait se transmettre entre la ville et l'hôpital. En gros, pour simplifier, c'est un dossier dans lequel il y aura tous les examens qu'on a passés, tous les médicaments qu'on a pris et tous les médecins qu'on a vus. Ce qui fait que le nomadisme médical sera peut-être un peu plus... Il pourrait y avoir, mais je crois qu'il n'y aura pas. Je crois que ça ne sera pas tout à fait ça. C'est un dossier, mais sans rien. Il n'y aura pas tout. Il n'y aura pas tout parce que ça devient ingérable aussi. Et donc, il va falloir sélectionner qu'est-ce qu'on veut mettre dans le dossier. Les pharmaciens aujourd'hui ont un dossier qui existe, un dossier pharmaceutique qui est parfait, qui existe. On ne peut pas aller dans 3 pharmacies prendre le même médicament. Et le pharmacien, c'est exactement ce qui a été vendu récemment. Donc, c'est ce qui est étonnant, c'est que depuis tant d'années, on soit à la recherche de ce dossier, en sachant qu'on essaye de protéger beaucoup de choses à la fois. Les médecins ont traîné beaucoup des pieds avec ce dossier médical personnalisé. Je ne suis pas sûr que ce soit les médecins. Regardez la carte vitale au début, comme tout le milieu médical était contre parce qu'on allait avoir une carte qui allait les marquer à la culotte par rapport au prescripteurs. On a eu le dossier personnalisé, écrit, manuscrit pour chaque patient. Que personne n'utilisait. On va essayer de parler un petit peu de la façon dont on peut trouver des solutions. En tout cas, Sarah nous dit qu'elle a été opérée pour rien, mais sans conséquence. A-t-elle droit à une indemnisation? Quelles sont les démarches? Déjà... Est-ce qu'il faut des conséquences finalement pour être indemnisé? Alors, a priori, oui, dans la mesure où ce que l'on indemnise aujourd'hui en droit français, c'est le préjudice. Donc, on a toujours la possibilité de dire « j'ai subi des souffrances endurées liées au geste chirurgical que l'on a réalisé sur moi, alors que ce geste n'aurait pas dû être réalisé, puisqu'il n'y avait pas d'indication opératoire, et donc j'ai eu une hospitalisation et j'ai eu des souffrances. » Et ça, c'est un préjudice. Donc, c'est de ce préjudice-là dont on peut demander l'indemnisation. Si c'est un traitement médicamenteux, en revanche, et qui n'a entraîné aucune conséquence, ça va être plus compliqué. Sauf parce que ce traitement médicamenteux a entraîné des effets secondaires, voilà. Mais on est quand même là encore dans la complication. Donc, sur le principe de l'indemnisation, s'il y a une hospitalisation et une chirurgie, une anesthésie qui n'avait pas lieu d'être, oui, il y a une possibilité d'obtenir une indemnisation. Pour cela, ou l'amiable avec la compagnie d'assurance, si celle-ci accepte le principe de l'amiable, sinon la voie judiciaire ou la voie extrajudiciaire avec les CRCI. Les CRCI, quand il n'y a pas de préjudice... Voilà, le problème, c'est qu'on aura le problème de la solidarité. Ce sont des voies amiables régionales de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents. Ce sont des voies d'indemnisation amiables, mais pour pouvoir bénéficier de cette voie d'indemnisation amiable et gratuite, il faut avoir un certain seuil de gravité. Et forcément, dans le cas qu'expliquait cette patiente, s'il n'y a pas de préjudice, elle ne relèvera pas parce que les souffrances morales et les souffrances physiques malheureusement n'atteindront pas... Il y a une question intéressante. Une question intéressante de Marianne. À qui s'adresser pour témoigner de ces abus? Scanner, prise de sang, Doppler, IRM cérébral pour un problème musculaire au mollet. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas forcé à le faire, Marianne, ces examens. Est-ce que le patient
a le pouvoir, un jour, devant le médecin, de lui dire « Mais docteur, expliquez-moi, pourquoi vous me demandez tout ça alors que j'ai juste un problème au mollet ?» Est-ce que finalement, alors on a parlé du pouvoir des médecins, du fait que les patients ont du mal à leur dire non, etc. Mais est-ce que si un patient vous dit bah non docteur, j'ai mal, mais j'ai pas envie de faire l'examen que vous me prescrivez, Ça peut arriver. Ça peut arriver et on en discute et on explique. Je pense qu'il faut expliquer effectivement la démarche diagnostique. Alors, je pense qu'à posteriori, elle dit j'avais un problème musculaire au mollet. Je ne suis pas sûre que la présentation. C'était pas pour le problème du mollet probablement. Et puis voilà, ou alors à moins qu'on ait cru qu'il y avait un problème neurologique et qu'on a voulu vérifier et que finalement au décours petit à petit par élimination, on est arrivé à dire c'était musculaire. Alors. Il y a toujours des raccourcis dont il faut se méfier. Et donc ça me fait toujours un petit peu peur. Mais je pense que s'il y a eu tous ces actes, c'est qu'il y a eu des demandes et des redemandes parce qu'on n'a pas prescrit tous ces actes en une seule fois. Et le principe de précaution là-dedans. Est-ce que il vous arrive, tous les deux, de prescrire un examen en vous disant, bon, je ne suis pas sûr que ça va me servir à grand-chose, mais j'aimerais pas qu'on me reproche de ne pas l'avoir fait? Non. Moi, je suis formel. Étant chirurgien, le jour où je prescris des examens, c'est dans une optique chirurgicale, c'est-à-dire dans le but de mettre en route une procédure chirurgicale, que ce soit par poser une indication, déterminer une stratégie. Donc c'est un rôle qui est quand même précis. Je ne crois pas qu'il faille qu'on arrive à des examens en se disant « Oh, je vais le faire parce que j'ai rien d'autre à faire ou parce que ça va occuper mon radiologue. Ouais, » Je crois que ça... Non, mais ça, on ne peut pas imaginer un exercice de la médecine qui serait comme celui-là. On ne peut pas l'imaginer, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des médecins à qui on a reproché de ne pas faire un examen parce que, justement, ils auraient dû le pratiquer, ils n'ont peut-être pas voulu le faire par rapport à la Sécu, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était très utile. Et finalement... des références au présent, puisqu'on ne pouvait pas attaquer un médecin pour ça, dans ce cas-là. Ouais. On ne connaît pas forcément la raison pour laquelle l'examen n'est pas fait, mais en revanche, ce que l'on sait, c'est que certains examens auraient dû être faits, par exemple, pour poser un diagnostic, et que, pour une raison que l'on ignore, soit parce que le médecin n'y a pas pensé, soit parce que l'appareil était en panne et qu'on n'a pas prévu le transfert du patient vers un autre établissement où le matériel aurait pu être fait, et qu'en réalisant pourtant cet examen ou cet acte, on aurait pu permettre de poser un diagnostic. Ça, effectivement, on le voit, c'est vrai, mais ça, c'est autre chose. Et je pense qu'en médecine interne, alors, quand on est en train de chercher un diagnostic et qu'on n'a pas forcément la solution, on peut être amené à prescrire. Alors, prescrire large. Alors, on peut aussi, ça sert à éliminer des choses. Donc, le raisonnement, on peut prescrire des examens entre guillemets inutiles, mais qui ont finalement eu leur utilité. Mais dans les examens inutiles, il y a des choses dont on ne parle pas, qui est par exemple le fait d'avoir fait un examen dans l'hôpital A, d'arriver dans l'hôpital B, et dans l'hôpital B, on s'aperçoit que soit l'examen n'a pas été transmis, soit le document qui a été adressé est illisible, non utilisable, et on est amené à refaire l'examen, on va dire par nécessité, mais uniquement parce que l'intendance ne suit pas. Qu'est-ce qui vous fait rire, Claude Ramond ? Non, je veux dire que oui, j'ai ri. Non, je veux dire simplement, le patient, cette patiente, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on lui a fait. Oui. On peut lui expliquer. Oui. Bien sûr. Elle peut comprendre. Oui, tous les patients ne sont pas décérébrés, ils peuvent comprendre quand même. Peut-être qu'elle n'a pas osé le demander à son médecin, c'est possible aussi. Il faut, alors voilà, peut-être un message qu'on peut faire passer, c'est docteur, expliquez-moi, et docteur, est-ce bien nécessaire? Bien sûr, on va revenir. Bien sûr. Voilà, faut-il vraiment faire cet examen? On m'a fait l'examen de radiologie dans l'établissement précédent, pourquoi me le recommence-t-on? Oui, parfois on les perd, oui, parfois ça ne suit pas. Mais nous savons tous ici qu'on refait aussi des examens parce que parfois on n'a pas confiance dans l'examen précédent. C'est vrai. Mais la clientèle d'un chirurgien ou d'un médecin, c'est sa relation avec le patient. Sa compétence, on peut partir du principe que c'est à peu près la même pour tous. Mais la relation qu'il va mettre en place avec son patient, c'est ça qui va pérenniser finalement la qualité du recrutement qu'il va avoir. Et un médecin, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir un recrutement, parce que c'est quand même le but de ce métier. C'est d'avoir un recrutement pour pouvoir exercer son art ou sa médecine. Et s'il n'explique pas, s'il n'est pas à la portée de son patient, si les mots qu'il emploie sont trop compliqués, il ne va pas avoir de patients qui vont lui faire confiance en face de lui. Donc cet exercice de la médecine, c'est quand même, ça repose énormément sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les explications. Alors, le problème quand même, c'est que, non, si on peut me remettre la question juste avant, elle était quand même très bien, puisqu'elle vous concerne directement, puisqu'il s'agissait d'un médecin, d'une opération du dos qui était demandée. Le médecin, c'était ça, de la clinique, voulait l'opérer. Le médecin de l'hôpital déconseillait.
Et voilà, un spécialiste en clinique propose de m'opérer du dos alors que celui de l'hôpital me le déconseille. Que faire, demande Mireille. Si les deux ont expliqué leur position, le pauvre patient au milieu, il fait quoi? Là, déjà, il y a un petit point qui on oppose le privé et le public. C'est pas moi, c'est Mireille. Hein. Oui, mais donc ça, mais moi, dans l'esprit du public, dans l'esprit public, vous savez bien, Christian Mazel, que les gens sont un peu plus suspicieux quand il s'agit du privé, parce qu'ils pensent qu'il y a une rentabilité plus importante financière dans une clinique, alors qu'on a montré dans le doc que l'hôpital commençait à devenir une entreprise également. Ouais. C'est le problème des avis multiples, c'est-à-dire qu'effectivement, le patient peut être amené à prendre 1, 2 avis. C'est compliqué parce qu'il y a un moment où c'est en fonction des 2 avis qui vont lui être délivrés, c'est à lui finalement de prendre la décision. Et alors quand on multiplie les avis, c'est-à-dire qu'on arrive à 3 ou 4, voire 5, je ne vous dis pas la complexité pour lui. Et là, c'est vraiment du coup la relation de confiance qui peut jouer. Voilà. Exactement, c'est comme ça que ça va se résoudre. C'est-à-dire qu'en réalité, dans les 3-4 personnes qu'il va rencontrer, il va y avoir une relation de confiance qui va s'établir à un moment donné avec l'un de ces intervenants. Et c'est cet intervenant qui va faire passer le message et qui va lui apporter sa solution, qui ne veut pas forcément dire qu'elle est meilleure que celle des autres, parce qu'on a souvent plusieurs solutions pour un même problème. Mais c'est intéressant, effectivement, il n'y a pas forcément une seule solution. C'est tout le problème des références opposables et de toutes ces choses-là. Oui. C'est de mettre tout le monde dans un moule. Je ne vous le souhaite pas, je ne veux pas être désagréable encore, mais... Pour ma retraite, on en parle. Préparez-vous. Vous avez une maladie grave. Sur laquelle vous avez des doutes quant au traitement. Vous allez voir un seul de vos confrères ou vous demandez 2 avis? À titre personnel? Oui. Je vais sélectionner le confrère en fonction des avis qu'on va me donner, on va me le recommander, ou alors parce que je le connais, et je pense que je resterai sur un seul avis. Et moi, je pense que si j'ai un doute sur la stratégie thérapeutique proposée, j'en discuterai et éventuellement je proposerai, je demanderai qu'est-ce que tu penses d'aller voir quelqu'un d'autre ou d'avoir un autre avis. Je pense que je le ferai comme ça plutôt. Claude Rambaud, c'est quelque chose que vous constatez beaucoup, le deuxième avis demandé par... Non, malheureusement non. Je pense que très souvent, certains patients devaient prendre un deuxième avis. Et l'exemple là de la patiente sur le rachis est assez typique parce que les interventions sur le rachis font partie des interventions très souvent pratiquées inutilement, puisque ça n'améliore pas le patient et parfois il est même plus mal avant. Et un de vos collègues, Madame Lejeune, dans l'établissement où vous travaillez, dit volontiers que 80% des interventions sur le rachis ne sont pas justifiées. Ce qui a été confirmé par d'autres professeurs. Pas chez vous, parce que vous êtes oui, mais alors, un deuxième avis, ça peut permettre justement de ne pas se faire opérer. Exactement, un deuxième avis est parfois nécessaire. C'est une consultation de plus. C'est une consultation de plus, mais c'est surtout une question de confiance. C'est ce que vous avez très bien expliqué, et ça dépend comment on le sent. Et il ne faut pas penser non plus que toutes les chirurgies sont inutiles quand même. Parce que pas toutes les chirurgies. Le rachis est une des interventions inutiles les plus pratiquées. Je voudrais qu'on, là, quand même, je me sens très concerné parce que, étant spécialiste du rachis, si vous voulez, j'ai un peu de peine à... Et vous n'êtes pas interventionniste. Mais ça ne concerne pas vous? Non, mais je voudrais qu'on soit quand même prudent. Quand vous dites le rachis, il faut un tout petit peu se méfier, c'est essentiellement la hernie discale dont vous parlez. Oui, la chirurgie de la hernie discale, c'est une partie bien particulière de la chirurgie du rachis. Donc oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. On a démarré par ça en disant qu'effectivement, il fallait être très prudent. Mais ne soyez pas aussi caricatural, s'il vous plaît, sur cette spécialité. Non, mais c'est le résultat des dossiers que nous, on voit 300 dossiers par an, toutes chirurgies et toutes confondues. C'est sur les interventions de hernie distale où on repère le plus souvent l'intervention. Parce que c'est une maladie qui peut spontanément guérir. C'est ça. Alors nous parlions tout à l'heure du deuxième avis. Certains clients qui viennent me voir me disent « Mais écoutez, en fait, je n'ai même pas eu le temps de demander un deuxième avis. Parce qu'à l'issue du premier rendez-vous, le chirurgien a tout de suite sorti son carnet de rendez-vous. Écoutez, incroyable, j'ai une place pour vous la semaine prochaine. Vous pouvez voir notre anesthésiste cet après-midi et je vous opère tel jour, telle heure. » Et donc le deuxième avis, on n'a pas le temps de le demander. Faut là encore, je n'y pas. Oui, là je trouve qu'il faut se méfier parce qu'il y a un empressement qui ne permet pas de discuter de l'intervention. Je ne parle pas des urgences. Non, tout à fait. Je ne parle pas des urgences. Et là encore, je ne veux pas généraliser. J'indique effectivement certains cas que j'ai vus. Et oui, effectivement, c'est inquiétant parce qu'il faut, avant une intervention, avoir la possibilité de poser les questions que l'on souhaite, de bien comprendre ce qui va être fait, de savoir si l'acte invasif est nécessaire, est-ce qu'il n'y a pas une autre technique un peu moins lourde,
peu moins risquées et puis un peu plus douces qui pourraient être mises en place. Et puis, il faut que la relation et ce fameux colloque singulier entre le chirurgien et entre le médecin plus généralement et puis le patient ait le temps de se faire et ait le temps de faire le lit de la confiance et de la confiance réciproque. Oui, ça, il faut bien reconnaître que si on prend par exemple l'exemple de cette jeune femme, l'ablation de l'utérus pour des saignements, parfois effectivement les patients sont... c'est vrai que la toute-puissance du médecin existe et qu'effectivement si on ouvre le carnet et qu'on dit on vous opère la semaine prochaine, parfois les patients n'osent pas dire non, c'est vrai. Alors on a beaucoup parlé des médecins, mais Benoît va venir nous rejoindre. Si on faisait preuve d'un peu de responsabilité, Benoît. Oui, et il faut toujours commencer par balayer devant sa porte. Alors quelle est notre responsabilité à nous, médias de la santé? Comment relayer des informations sans être à l'origine d'une surconsommation médicale? Nous nous y attachons vraiment, nous essayons. Le choix des infos, leur traitement, le ton employé, le temps d'antenne consacré, le moment de l'émission sont autant de façons de ne pas tout mettre au même niveau. Et pourtant, sans doute, tout en aidant certains téléspectateurs, nous créons probablement chez d'autres une forme d'hypocondrie et donc de pression sur le corps médical. Mais comme pour tout média, nous devons être vus, entendus et lus avec le sens critique et la distance qui s'impose. Et les patients? Ils se mobilisent pour faire entendre leurs droits, mais oublient un peu trop souvent leurs responsabilités. Par exemple, dites « les antibiotiques, c'est pas automatique ». Et les assurés sociaux répondent en chœur « ah oui ». Mais dans les cabinets des médecins, c'est une autre affaire. Vous ne croyez pas qu'avec des antibiotiques, ça passerait plus vite, insistent nombre de parents. Alors bien sûr, il faut faire des différences. Obtenir un deuxième avis lors d'une maladie grave ou pour prendre une décision importante, c'est un droit. Est-ce illégitime de prendre un deuxième avis lorsqu'on projette l'ablation totale d'un sein, alors que personne ne trouve anormal de demander 4 devis pour changer une chaudière? A l'inverse, est-ce raisonnable de faire payer à la collectivité une deuxième consultation parce qu'un premier médecin a dit non à une prescription de médicaments ou d'examens voulus par le patient? Les malades doivent apprendre à se comporter en adultes responsables. Avec le médecin, la confiance doit être réciproque et la responsabilité partagée. Car si la santé est éminemment individuelle, sa prise en charge est un bien commun à ne pas gaspiller. Merci beaucoup Benoît. On va rester justement sur cette question de la responsabilisation des patients. Maxime nous demande pourquoi ne pas sanctionner les patients qui consultent 3 voire 4 médecins pour le même problème. Ça serait envisageable ou pas? Ça serait choquant? Ça serait quoi? Sanctionner, ça voudrait dire on ne vous rembourse pas. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que ce qui pourrait se mettre en place dans les mois qui viennent, c'est ce qu'on appelle le parcours de soins, qui serait un parcours de soins qui serait coordonné sans doute par le médecin traitant, mais bon, et dans lequel il y aura un tarif remboursé totalement, c'est-à-dire au tarif Sécu, tarif opposable. Peut-être qu'effectivement, dans le cadre de ce parcours de soins, il n'y aura plus 3 ou 4 consultations. C'est vrai qu'aujourd'hui, un patient, il peut sortir d'un cabinet médical, rentrer en face et il est remboursé. Ça pourrait se terminer, effectivement. Juste l'actuel président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtou, propose, lui, une éducation des patients. Il veut les informer sur leurs droits et leurs devoirs. Il propose la création d'un institut du patient qui assurerait une sorte de formation continue. Et il faudrait que les gens y aillent. 65 millions de... Non, mais les informer en tout cas de leurs droits et de leurs devoirs. C'est pas une mauvaise idée. Mais bien sûr, mais c'est déjà. On y dit tout. Il y a Internet. C'est ce qu'on fait tous les jours dans le magazine de la santé. Non, mais les associations aussi, les associations informent beaucoup les patients de leurs droits. Il y a énormément d'ouvrages, il y a des sites internet. Mais plus des droits que des devoirs. Bien sûr, non, mais c'est très important. Mais l'éducation du patient, l'éducation de la personne, disons plutôt, elle devrait commencer beaucoup plus tôt que ça. D'accord. Et ce que Benoît a évoqué tout à l'heure dans son intervention sur la surconsommation des médicaments et notamment des antibiotiques, par exemple, je pense que là, on devrait faire beaucoup plus d'éducation. Et on ne fait pas d'éducation. Très peu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, mais en Angleterre, où il n'y a pas de paiement à l'acte, mais des médecins salariés, y a-t-il autant d'actes abusifs? Pascal pose la question. Alors, en Angleterre, il y a un système d'informatique et d'informatisation de tous les cabinets des médecins généralistes. C'est un contrat d'office avec le système de santé anglais. Et donc, tout est sur... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sait très bien qui a vu qui.
Et quand on est avec un médecin généraliste, on est vraiment engagé. Alors qu'en France, on a voulu faire le médecin référent, mais finalement, on peut aller voir qui on veut tout le temps. Alors qu'en Angleterre, c'est vraiment, on suit la piste. Et le médecin anglais réfère, alors avec par contre des temps de parcours, des délais qui sont très décriés en Angleterre. Mais par contre, des bases de données, des informations beaucoup plus performantes, à tel point qu'il y a un certain nombre de médecins étudiants français qui vont faire leur devoir de recherche, enfin leurs travaux de recherche en Angleterre. Bon. Et alors, est-ce qu'on a constaté qu'il y avait moins d'actes abusifs ou pas là-bas? Ah, sûrement. Et moins de nomadisme médical aussi. Moins de nomadisme, ça c'est sûr. On a parlé tout à l'heure de la fameuse T2A, la tarification à l'activité, tant dénoncée par les médecins. Comment confondre chiffres et santé? Dans quel monde vivons-nous? La T2A comme système de rémunération n'est-elle pas en cause? Ça a été beaucoup critiqué. On dit que finalement l'hôpital est devenu une entreprise, qu'un service a intérêt à faire de plus en plus d'actes, on l'a encore vu dans le document, pour faire entrer plus d'argent dans son service, donc peut-être prendre plus de médecins attachés, plus d'infirmières, de personnel. C'est vrai ou pas? Ce que dit le professeur Grimaldi, l'augmentation de 3% par an des actes médicaux dans les hôpitaux depuis et à cause de la T2A, vous pensez aussi? Moi, je pense que ce n'est pas entièrement vrai, parce que premièrement, il y a un vieillissement de la population. Deuxièmement, si on se réfère simplement à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, il y avait une grosse partie des urgences qui étaient transférées sur le privé, parce que les urgences n'étaient pas adaptées et formatées pour accueillir ces patients. Donc l'AP a modifié ça, et aujourd'hui, les patients qui arrivent en urgence doivent rester à l'assistance publique. Donc ces deux éléments, déjà, expliquent une augmentation d'activité. Pour la T2A, il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière et se souvenir comment les hôpitaux étaient financés il y a quelques années. C'était ce qu'on appelait le budget global. C'est-à-dire que chaque hôpital recevait une enveloppe, et qu'on consomme ou qu'on fasse de l'activité ou pas, finalement, l'enveloppe était toujours la même. Et à la fin de l'année, il fallait avoir dépensé l'enveloppe pour pouvoir justifier la réattribution de cette enveloppe. Mais pas dépasser. Sinon, certains établissements fermés même. Les 15 derniers jours de l'année. Absolument. Donc, on a introduit cette T2A en disant, très bien, on va éviter l'enveloppe, maintenant, on va vous rémunérer en fonction de la quantité de l'activité que vous allez avoir. Donc l'hôpital qui avait une faible activité va voir sa dotation diminuer, et l'hôpital qui a une forte activité va voir sa dotation augmenter. Sauf que la T2A n'est pas le seul élément de financement d'un hôpital. Un hôpital public aujourd'hui en France est financé avec non seulement le chiffre de l'activité chirurgicale, mais aussi ce qu'on appelle les mairies. Les mairies, c'est les missions d'intérêt généraux, donc la recherche, l'accueil des urgences, l'enseignement. Et certains hôpitaux touchent, on va dire, 2/3 de leur budget en T2A et 1/3 en mairie. C'est une variable d'ajustement qui va permettre effectivement de financer. Donc, il ne faut pas être aussi caricatural en disant la T2A a tous les défauts de la Terre. Qui diminue aussi les mairies avec le temps qui passe. Oui. Et la T2A, enfin, là vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez parlé tout de suite d'acte chirurgical. L'acte intellectuel n'est pas valorisé par la T2A du tout. Il faut beaucoup plus faire de l'acte, et donc c'est quand même là un biais de sélection. Oui, la rémunération sur le nombre, en fonction du nombre d'actes que l'on fait, ne concerne pas que les établissements de santé. Ça concerne aussi la médecine de ville depuis le début du siècle. Et que c'est vrai que c'est un système inflationniste, c'est-à-dire que si vous voulez gagner bien votre vie, il faut faire plus d'actes. Il faut quand même être très réaliste. Il faut dire la vérité là-dessus. Ou augmenter le coût. Voilà. Donc il faudrait qu'on change vraisemblablement de système de rémunération des médecins, et notamment de la médecine de ville, de ce qu'on appelle la médecine libérale. Et la médecine ambulatoire favorise effectivement cette rentrée d'argent aussi. Ambulatoire, ça veut dire qu'on rentre le matin et qu'on sort le soir et qu'on n'est pas hospitalisé. Oui. Mais augmenter le coût de la consultation à condition que le temps passé avec le patient augmente, ça permettrait probablement de faire beaucoup d'économies d'actes et d'actes. En évitant certains examens. Bien sûr. Ça, j'en suis convaincue depuis très longtemps, moi, ça. D'accord. Et on nous demande en même temps, c'était un peu la fin du document, est-ce que ces abus ne vont pas entraîner une restriction de soins pour ceux qui en ont vraiment besoin? Il est évident que les dépenses dues à si c'est effectivement dans les 40 milliards d'euros, effectivement, il y a des gens qui ont besoin de cet argent en médecine, ça c'est sûr. Et là, on tombe sur la pertinence des soins. Voilà. Et la pertinence des soins, c'est est-ce que je dois opérer ce patient ou opérer ou traiter d'ailleurs par une chimiothérapie, par un traitement au long terme, ce patient qui est âgé de 90 ans, pourquoi pas, ou qui manifestement est en fin de vie, et donc doit-on continuer une chimiothérapie extrêmement onéreuse ou pas? C'est ça la pertinence des soins. Et le problème effectivement, c'est que si notre enveloppe est toujours la même,
il va bien falloir répartir ces attributions financières en fonction de critères qu'il faudra définir. La surconsommation médicamenteuse est très importante aussi. Il coûte très cher, absolument. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus, d'avoir alimenté ce débat extrêmement intéressant. Merci évidemment à Claire Feinstein pour ce document tout à fait passionnant. Merci à Gaëlle Germain, rédactrice en chef de cette émission, et à Benoît Thévenet. Et à tous les témoins. Et merci aux 1500 SMS, enfin aux personnes qui nous ont envoyé 1500... merci les SMS. 1500 SMS. On vous retrouve bien sûr demain. Je ne vous donne pas le score de... Non, il y en a qui ont, à ma demande, qui ont enregistré. Exactement, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je le connais, mais pas vous. Mais c'est malin. Donc demain, 13h40 sur France 5 pour le magazine de la santé. Merci. Merci beaucoup, à demain, au revoir.